Mon mari m'a annoncé que son meilleur ami était décédé. Pendant qu'il était en voyage d'affaires, j'ai apporté une tarte pour rendre visite à la veuve. Je pensais qu'elle était en deuil. Mais quand je suis arrivée, j'ai découvert un secret que mon mari cachait depuis des années. Et ce que j'ai fait ensuite leur a fait payer le prix. L'homme qui se tenait derrière le comptoir de cuisine de Colette Dubois était censé être mort. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je faisais une sorte de malaise. Mes doigts se sont desserrés autour du plat à tarte en aluminium que j'avais passé toute la matinée à préparer, et il a failli me glisser des mains. René Dubois m'a regardé droit dans les yeux. Vivant. Pas malade, pas blessé, pas un fantôme. Vivant. La cuisine est devenue complètement silencieuse, à l'exception du ronronnement d'un vieux réfrigérateur. René a lentement abaissé sa tasse de café. Colette est restée figée à côté de lui et je l'ai juste fixée. Lise, a finalement dit René. Je me souviens avoir cligné des yeux plusieurs fois. Je me souviens d'avoir regardé de lui à Colette et inversement. Puis j'ai dit la seule chose que mon cerveau a pu gérer, tu es mort. Personne n'a répondu. 3 mois plus tôt, mon mari, Pierre, était assis en face de moi à notre table de cuisine à Clermont-Ferrand, et m'avait dit que son meilleur ami avait été victime d'une crise cardiaque fatale lors d'une partie de pêche en Auvergne. Je me souvenais de chaque détail. Les larmes, la voix tremblante, l'histoire des funérailles, les cartes de condoléances, tout. Et maintenant, le mort se tenait à 3 mètres, portant un jean et un pull de marque sportive. Je devrais probablement revenir en arrière. Je m'appelle Lise Boyer. J'ai 58 ans et j'ai passé 32 ans à travailler comme secrétaire à l'école primaire Jean Moulin avant de prendre ma retraite. Ma vie n'était pas excitante. J'aimais ça. Chaque matin, je me réveillais vers 6 heures, nourrissais notre labrador nommé Filou, faisais du café, regardais les informations locales et arrosais mes fleurs si le temps le permettait. Pierre et moi étions mariés depuis 34 ans. Nous n'étions pas parfaits. Personne ne l'est, mais je pensais que nous étions solides, à l'aise, le genre de couple qui finissait les histoires l'un de l'autre et se disputait à propos des réglages du thermostat. Rien de plus dramatique que ça. Puis René serait mort. Pierre et René étaient meilleurs amis depuis le lycée. Parties de pêche, week-end de golf, barbecue, ligue de football virtuel. Si Pierre n'était pas à la maison, il y avait de fortes chances qu'il soit avec René. La nouvelle l'avait frappé durement, ou du moins je le pensais. Pendant des semaines, il semblait distrait, silencieux. Parfois, je le surprenais à regarder par la fenêtre. Rétrospectivement, je réalisais qu'il n'était pas en deuil. Il était inquiet. Je ne savais juste pas pourquoi. Le jour où tout a changé fut un mardi matin fin septembre. Pierre était parti 2 jours plus tôt pour un voyage d'affaires à Lyon. J'étais en train de cuisiner quand Colette m'est venue à l'esprit. La pauvre femme avait perdu son mari. Elle vivait seule maintenant. Je me suis dit qu'elle apprécierait probablement un peu de compagnie. Alors, j'ai fait une tarte aux pommes. Rien d'extraordinaire, juste la même recette que ma mère m'avait apprise il y a 40 ans. Vers 13 heures, je l'ai emballée et j'ai traversé la ville. Colette vivait dans une modeste maison de plain-pied près du parc des Dômes. Je me souviens avoir remarqué à quel point tout semblait normal. La pelouse avait été tondue récemment. Une camionnette était garée dans l'allée. J'ai supposé qu'elle appartenait à un entrepreneur ou à un membre de la famille. J'ai frappé. Colette a répondu. Au moment où elle m'a vu, quelque chose semblait étrange. Pas du chagrin, de la peur. Lise. Son sourire semblait forcé. Je n'attendais pas de visite. J'ai soulevé la tarte. Je me suis dit que je passerais. Pendant une seconde, elle a bloqué l'entrée. Puis elle s'est écartée. Entrez. La maison sentait le café et l'après-rasage pour hommes. Je n'y ai pas prêté attention au début. Puis j'ai entendu une chaise racler sur le sol de la cuisine. Une voix d'homme a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Le visage de Colette a perdu le peu de couleur qu'il avait. Mon estomac s'est serré. Vous avez de la visite, j'ai demandé.
Elle n'a pas répondu. C'est à ce moment-là que je me suis dirigée vers la cuisine et que j'ai trouvé René debout. Les minutes qui ont suivi ont semblé irréelles. Personne ne savait quoi dire. Finalement, Colette a fondu en larmes. De vraies larmes, pas de fausses. Elle s'est assise à table et a enfoui son visage dans ses mains. René s'est frotté la nuque. Lise, ce n'est pas ce que ça semble être. J'ai ri. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle. Parce que parfois le choc fait réagir les gens étrangement. Vraiment, j'ai dit, parce qu'il me semble que tu es vivant. Ni l'un ni l'autre n'a parlé. J'ai regardé autour de la pièce. Il y avait 2 tasses de café, un journal, un sandwich à moitié mangé, le désordre décontracté de la vie ordinaire. Pas la scène d'une veuve éplorée pleurant son mari, mais la scène de 2 personnes vivant un secret. Que se passe-t-il, j'ai demandé. Colette a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Tu dois t'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. René a soupiré. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Pierre ne t'a jamais dit. La pièce semblait s'incliner. Qu'est-ce que Pierre a à voir avec ça? Un autre silence. Un long. Le genre qui répond à une question avant que quiconque ne parle. Soudain, mon cœur battait à tout rompre. Non pas parce que René était vivant. Parce que d'une manière ou d'une autre, mon mari y était lié. Je pouvais le sentir. Comme les animaux sentent une tempête avant qu'elle n'arrive. René a jeté un coup d'œil vers Colette. Colette a fixé la table. Personne ne voulait être celui qui le dirait. Cela m'a tout dit. Peut-être pas les détails, mais assez. Assez pour savoir que ce n'était pas un malentendu. Assez pour savoir que mon mari avait menti. Assez pour savoir que la vie à laquelle j'avais fait confiance pendant 3 décennies n'était peut-être pas ce que je pensais qu'elle était. J'ai posé la tarte sur le comptoir avec soin, délibérément. Puis j'ai regardé directement René. Depuis combien de temps, j'ai demandé. Son expression a changé. Il savait exactement ce que je voulais dire. Lise, depuis combien de temps Pierre me ment-il? Personne n'a répondu. Ce silence m'a suivi jusqu'à ma voiture. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'à la maison. Je ne me souviens pas d'avoir tourné dans ma rue. Je me souviens seulement d'être restée assise dans mon allée pendant près de 20 minutes, le moteur éteint. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle était ce matin-là. Les parterres de fleurs, la balançoire du porche, Philo attendant à la fenêtre d'entrée. Tout semblait normal. Mais plus rien ne l'était. Parce qu'entre la préparation de cette tarte et mon arrivée à la maison, tout mon mariage s'était fissuré. Et pour la première fois en 34 ans, je me suis retrouvée à me demander si je connaissais réellement l'homme que j'avais épousé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai essayé. J'ai éteint la télévision vers 22h, pris une douche, préparé du thé à la camomille, lu 3 chapitres d'un roman policier que j'avais déjà lu. Rien n'a fonctionné. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais René debout dans la cuisine de Colette, vivant. Et pire que ça, je n'arrêtais pas d'entendre sa question. Pierre ne t'a jamais dit? À 2h du matin, j'ai renoncé à faire semblant. Je suis descendue et me suis assise à la table de la cuisine, la même table où Pierre m'avait dit que René était mort. J'ai fixé la chaise vide en face de moi. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au début, je ne cherchais pas de preuves. Je cherchais du réconfort, une explication, quelque chose qui donnerait un sens à tout cela. Peut-être que René se cachait d'un parent violent. Peut-être qu'il y avait une situation de protection des témoins. Peut-être qu'il y avait un malentendu bizarre. L'esprit humain travaille dur pour se protéger des vérités désagréables. Le mien certainement. Je me suis connectée à notre compte courant commun. Les premiers mois semblaient normaux. Factures de services publics, courses, essence, magasin de bricolage, le dîner occasionnel au restaurant. Puis j'ai remarqué un virement, 5 000 € 3 ans plus tôt. Je ne reconnaissais pas le numéro de compte. J'ai continué à faire défiler. Un autre virement, puis un autre, et un autre. Des montants différents.
3 000, 7 000, 12 000. Le total m'a serré l'estomac. J'ai attrapé un bloc-notes. En 30 minutes, j'avais documenté près de 90 000 € virés sur plusieurs années. De l'argent dont je n'avais jamais eu connaissance. De l'argent que Pierre avait d'une manière ou d'une autre déplacé sans attirer mon attention. Je me suis sentie embarrassée. Comment avais-je pu rater ça? Mais encore une fois, je lui avais fait entièrement confiance. Quand on est marié depuis 34 ans, on n'inspecte pas chaque transaction comme un auditeur. Du moins, je ne l'avais pas fait. Vers 4 heures du matin, je me suis finalement glissée dans mon lit. Le sommeil n'est jamais venu. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur cadette, Sylvie. Non pas parce que je voulais des conseils, mais parce que j'avais besoin d'entendre une voix familière. Sylvie vivait près de Bordeaux et avait toujours été la plus pragmatique. La sœur qui pouvait repérer les problèmes à des kilomètres. Après avoir écouté tranquillement pendant 10 minutes, elle a soupiré. « Lise, quoi? Je pense que tu as de plus gros problèmes qu'un ami mort. »« Je sais. »« Non, dit-elle. Je veux dire, beaucoup plus gros. » Je savais qu'elle avait raison. Au cours de la semaine suivante, je suis devenue quelqu'un que je reconnaissais à peine. Au lieu de jardiner, je cherchais des dossiers. Au lieu de regarder la télévision l'après-midi, j'étudiais des relevés financiers. Chaque matin était comme éplucher une nouvelle couche d'un oignon pourri. Plus je cherchais, plus les choses sentaient mauvais. J'ai découvert d'anciens comptes professionnels, des documents d'investissement, des noms que je reconnaissais, des gens de l'église, des amis de golf, des enseignants à la retraite, des voisins. Un après-midi, j'ai trouvé un dossier étiqueté « Partenaire de croissance future ». Je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, selon les documents, il avait géré des centaines de milliers d'euros. Je me suis assise sur ma chaise. « Qu'est-ce que tu as fait, Pierre ?» Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. J'ai failli l'ignorer. Presque. Allô? Il y a eu une pause, puis une voix. Lise, René. J'ai failli raccrocher. Qu'est-ce que tu veux? Nous devons parler. Sans blague. Je suis sérieux. Moi aussi. Une autre pause. Je pense que tu mérites des réponses. Cette partie a attiré mon attention. 2 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant près de l'avenue des Arènes, le genre d'endroit où les couples de retraités prennent leur petit déjeuner à midi. Je suis arrivée en avance. René est apparu portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil, ce qui, honnêtement, semblait ridicule. Ce n'était pas un film d'espionnage. C'était Clermont-Ferrand. La serveuse a apporté du café. Ni l'un ni l'autre ne l'a touché. Finalement, je me suis penchée en avant. Commence à parler. René a hoché la tête lentement. Puis, il m'a tout raconté, ou du moins assez. La fausse mort ne concernait pas une autre femme. Curieusement, cela aurait presque été plus facile. Il s'agissait d'argent. Des années plus tôt, Pierre et René avaient commencé à aider des amis à faire des placements. Au début, tout était légitime. Petites opportunités, vrai rendement. Les gens gagnaient de l'argent. Le mot s'est répandu. Plus de gens ont investi. Puis les choses ont changé. Un mauvais investissement a créé des pertes. Au lieu de l'admettre, ils ont couvert les pertes avec l'argent de nouveaux investisseurs. Un mensonge en a entraîné un autre, et un autre. Au moment où ils ont réalisé à quel point ils étaient englués, il n'y avait plus de sortie facile. C'est une pyramide de Ponzi, j'ai dit. René a fixé son café. Oui. Le mot est tombé lourdement entre nous. J'ai pensé aux gens que je connaissais. Des retraités vivant de revenus fixes, des veuves, des anciens combattants, des enseignants, des gens qui avaient épargné soigneusement pendant des décennies, des gens qui faisaient confiance à Pierre. Et René? Combien? J'ai demandé doucement. René a dégluti. Beaucoup. La réponse m'a rendu malade. Combien d'argent?
Il s'est frotté le visage. Des millions. Je me suis assise. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Des millions. Ce n'était pas une erreur financière. Ce n'était pas un mauvais jugement. C'était du vol. À une échelle massive. À quoi sert ta fausse mort? René a ri sans humour. Je devais disparaître. Devais. Le plan s'est effondré. Apparemment, la disparition de René était censée gagner du temps. Argent d'assurance. Compte caché. Retard. Complications. Assez de confusion pour empêcher les investisseurs de poser des questions difficiles. Cela semblait fou parce que c'était le cas. Puis René a lâché une autre bombe. Pierre préparait quelque chose de nouveau, un programme d'investissement final, un plus grand conçu pour apporter de l'argent frais. Assez d'argent pour couvrir les pertes précédentes et éventuellement échapper à l'examen. Du moins, c'était la fantaisie. Et si ça échoue, j'ai demandé. René m'a regardé droit dans les yeux. Ça va échouer. Je suis rentré chez moi, engourdi. Une partie de moi voulait appeler la police immédiatement. Une partie de moi voulait affronter Pierre. Une partie de moi voulait me glisser sous la couette et faire comme si rien de tout cela n'existait. Au lieu de cela, je me suis assise sur ma balançoire de Porsche, regardant le soleil se coucher. Philou était étendu à côté de moi. Le quartier semblait paisible. Des enfants faisant du vélo, des arroseurs en marche, un homme lavant sa camionnette. La vie ordinaire. Pendant ce temps, mon mari se préparait à voler des gens qui lui faisaient confiance. Cette prise de conscience a fait plus mal que tout. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de l'homme. L'homme que j'avais défendu, l'homme que j'avais aimé, l'homme que je pensais connaître. Je voulais croire que René exagérait. Je voulais qu'une partie de cette histoire soit fausse. Mais les preuves qui se trouvaient dans ma maison disaient le contraire, et au fond, je connaissais déjà la vérité. Pierre n'était pas en deuil quand René serait mort. Il n'était pas le cœur brisé. Il était terrifié. Terrifié que des années de mensonges finissent par le rattraper. Et maintenant, je faisais face à un choix que je n'aurais jamais imaginé faire. Protéger mon mari ou l'arrêter. Dans tous les cas, ma vie ne serait plus jamais la même. Pendant près d'une semaine, je n'ai absolument rien fait. Du moins, c'est ce que cela semblait de l'extérieur. J'ai nourri Philou, arrosé mes fleurs, fait les courses au supermarché, assisté à la messe le dimanche, appelé ma sœur, souri quand les voisins saluaient. Pendant ce temps, dans ma tête, tout changeait. Chaque conversation que j'avais eue avec Pierre me semblait différente maintenant. Chaque voyage d'affaires, chaque appel téléphonique tard le soir, chaque explication, je me retrouvais à revivre des années de souvenirs à travers une lentille complètement différente. Le plus dur n'était pas la colère. C'était le chagrin. Les gens parlent de la fin d'un mariage comme si cela arrivait d'un coup. D'après mon expérience, cela arrive morceau par morceau. Une prise de conscience, puis une autre, jusqu'à ce qu'il ne reste finalement plus rien. Pierre est revenu de Lyon un jeudi soir. J'ai entendu sa camionnette s'arrêter dans l'allée vers 18h. Mon estomac s'est serré. Je n'étais pas prête à l'affronter. Pas encore. J'avais besoin de faits, pas de soupçons. Des faits. La porte d'entrée s'est ouverte. Philou a immédiatement couru vers lui. Pierre s'est penché et lui a gratté les oreilles. « Salut, mon pote. » Puis il m'a regardé. « Je t'ai manqué ?» J'ai étudié son visage. Même sourire, même voix. Le même homme que je connaissais depuis 34 ans, et pourtant complètement différent. J'ai forcé un petit sourire. Bien sûr. C'était étrange de lui mentir. Mais encore une fois, il me mentait depuis des années. Cette prise de conscience a fait disparaître la culpabilité étonnamment vite. Pendant le dîner, il a parlé de Lyon, de la circulation, des hôtels, des clients, des retards à l'aéroport. J'ai écouté attentivement, non pas parce que je le croyais, mais parce que je voulais entendre à quel point il pouvait facilement inventer des histoires. Il n'a jamais mentionné René,
jamais mentionné Colette, jamais mentionné de compte caché, rien. Ensuite, il a regardé un match de football pendant que je nettoyais la cuisine. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil au salon. Pierre riait à quelque chose à la télévision, complètement détendu. Cette image m'a mise en colère de manière inattendue. Non pas parce qu'il était heureux, mais parce qu'il pensait que je ne savais toujours pas. Le lendemain matin, j'ai commencé à collecter des preuves avec soin, tranquillement, une pièce à la fois. J'ai copié des documents sur une clé USB, photographié des relevés financiers, sauvegardé des emails chaque fois que je pouvais y accéder. Je n'étais pas particulièrement doué avec la technologie. En fait, ma relation avec la technologie pourrait être généreusement décrite comme compliquée, ce qui a conduit à l'un des moments les plus ridicules de ma vie. Pierre possédait une tablette qu'il utilisait constamment. Un après-midi, il l'a laissée en charge dans la cuisine. Je savais qu'il y avait des emails dessus, des emails importants. Mes mains tremblaient pratiquement en ouvrant la boîte de réception. Ils étaient là. Messages, relevés de compte, discussions sur les investissements, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai transféré plusieurs emails à moi-même. Assez simple. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré, puis a vibré encore et encore. J'avais accidentellement copié chaque email sur chaque appareil connecté au compte, y compris le téléphone de Pierre, y compris l'ordinateur portable de Pierre, y compris la tablette de Pierre, qui était toujours juste devant moi. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Pendant environ 30 secondes, j'ai envisagé de déménager au Canada. Au lieu de cela, j'ai commencé à supprimer frénétiquement les notifications. Quand Pierre est entré dans la cuisine, je transpirais. « Tout va bien ?» il a demandé. J'ai ri beaucoup trop fort. J'apprends juste la technologie. Il a eu l'air confus, puis a haussé les épaules et est parti. Je me suis assise et j'ai failli pleurer de soulagement. Sylvie a tellement ri quand je lui ai raconté cette histoire qu'elle pouvait à peine respirer. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Moi non plus. Tu réalises que tu te transformes en détective. Je me sens plus comme une idiote. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai continué. Les preuves se sont lentement accumulées. Email, numéro de compte, nom, montant. L'étendue du stratagème est devenue impossible à ignorer. Mais quelque chose d'autre m'a surprise. Colette. Plus j'en apprenais, moins elle ressemblait à une complice volontaire. Au début, j'avais supposé qu'elle était pleinement impliquée. Comment aurait-elle pu ne pas l'être? Elle avait caché René. Elle avait menti. Elle avait participé. Puis j'ai commencé à lire d'anciens messages. Certains étaient entre Colette et Pierre. Ce que j'ai trouvé a tout changé. Pierre avait contrôlé presque toutes les décisions. Pierre donnait des instructions. Pierre déplaçait de l'argent. Pierre créait des excuses. Pierre faisait pression sur les gens. Pierre gérait toute l'opération. René n'était certainement pas innocent. Colette non plus. Mais l'équilibre n'était pas ce que j'avais imaginé. Un message de Colette m'a particulièrement frappé. Je ne veux plus faire ça. La réponse de Pierre a suivi 3 minutes plus tard. Tu n'as pas le choix. Je l'ai lu 3 fois, puis 4. Soudain, les pièces ont commencé à s'assembler. Colette n'était pas piégée par la loyauté. Elle était piégée par la peur. La prise de conscience a tout compliqué. Je voulais des méchants. La vie me donnait des personnes brisées à la place. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Colette en privé. Nous étions assises sur un banc de parc près du parc de la Victoire. Aucune de nous n'a parlé pendant près d'1 minute. Finalement, elle a brisé le silence. Je sais que tu me détestes. Non. La réponse nous a surprises toutes les deux. Elle avait l'air épuisée, des années plus âgée que dans mon souvenir. J'aurais dû te le dire. Oui. Les larmes lui sont montées aux yeux. J'en avais envie. Je l'ai cru. Curieusement, cela m'a rendu plus triste parce que les gens ne se retrouvent pas piégés dans des situations comme celle-ci du jour au lendemain.
Cela arrive un compromis à la fois. Une mauvaise décision, puis une autre, puis une autre. Avant longtemps, il ne voit plus d'issue. En octobre, Pierre a commencé à devenir nerveux. Des choses subtiles au début, vérifier les serrures, prendre des appels téléphoniques à l'extérieur, fermer la porte de son bureau, me regarder plus attentivement. Un soir, je suis entré dans son bureau à domicile de manière inattendue. Il a minimisé l'écran de son ordinateur si rapidement que ça a pratiquement cassé le clavier. Cela m'a tout dit. Il savait que quelque chose n'allait pas. Peut-être pas exactement quoi, mais assez. La pression a commencé à me peser. Je ne dormais pas beaucoup. J'ai perdu du poids. Le café est devenu son propre groupe alimentaire. Plus d'une fois, j'ai envisagé d'abandonner, de tout remettre anonymement, de m'en aller. Laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Puis je me souvenais des noms. Les gens de l'église, les retraités, les veuves, les anciens combattants, les gens qui lui faisaient confiance, les gens qui nous faisaient confiance, et je continuais. Puis un mardi après-midi, j'ai trouvé la pièce qui a tout changé. Pierre avait laissé un dossier dans son bureau. À l'intérieur se trouvait un dossier de propositions, une présentation complète, des dates, des horaires, des listes d'investisseurs, tout. En haut se trouvait une page de titre, Séminaire opportunités de croissance future. En dessous se trouvait l'emplacement, le banquet annuel du Rotary Club, le cercle des négociants de Clermont-Ferrand, dans 3 semaines. Plus de 100 membres de la communauté seraient présents. Des investisseurs potentiels, des amis, des voisins, des retraités, exactement le genre de personnes que Pierre ciblait depuis des années. Je me suis assise dans son bureau, fixant les documents, mon pouls battant. Ce n'était pas une autre réunion. C'était la grande. La dernière poussée. La dernière occasion de l'arrêter avant que d'autres personnes ne soient blessées. Pour la première fois, je savais exactement où et quand tout allait se passer. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne réagissais plus. Je planifiais. Le banquet du Rotary Club était prévu pour le jeudi soir, 9 novembre. Pendant 3 semaines, cette date est restée dans mon esprit comme un compte à rebours. Chaque matin, je me réveillais en y pensant. Chaque soir, je m'endormais en m'en inquiétant. Si je dormais du tout, j'avais les preuves. J'avais des copies de des relevés bancaires, des documents d'investissement, des noms, des dates, des virements. J'avais même René prêt à témoigner, mais rien de tout cela ne garantissait le succès parce qu'exposer quelqu'un publiquement est une chose. Le prouver réellement en est une autre. Et j'étais terrifiée. Pas de Pierre, plus maintenant. J'étais terrifiée d'échouer. Terrifiée qu'il réussisse d'une manière ou d'une autre à s'en sortir par la parole. Terrifiée que les gens le croient au lieu de moi. Terrifiée qu'après 34 ans de mariage, je sous-estime encore à quel point il pouvait être persuasif. Le lundi avant le banquet, j'ai finalement rencontré des enquêteurs, non pas la police locale, mais des enquêteurs sur la criminalité financière au niveau de l'État. René avait déjà commencé à coopérer. Colette aussi. J'ai tout apporté. 3 classeurs, des centaines de pages, des mois de dossiers. L'enquêteur principal, une femme nommée Catherine Duval, a passé près de 2 heures à examiner les documents. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux. « Vous avez fait tout ça toute seule ?» J'ai hoché la tête. Elle a secoué lentement la tête. « Madame Boyer, c'est très minutieux. » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un petit soulagement. Je n'imaginais pas des choses. Je ne réagissais pas de manière excessive. Les preuves étaient réelles et elles étaient solides. Avant de partir, Catherine a posé une question. « Êtes-vous prête pour ce qui va se passer ensuite ?» Je savais ce qu'elle voulait dire. Une fois que cela commencerait, il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de réparation du mariage, pas de seconde chance, pas de feinte. J'ai pensé à Pierre. L'homme qui avait appris à notre fille à faire du vélo. L'homme qui était assis à côté de moi aux funérailles de ma mère. L'homme qui avait conduit 4 heures à travers une tempête de neige parce que j'étais bloqué avec un pneu crevé. Ces souvenirs existaient toujours. Ils existeraient toujours.
Mais tout le reste aussi. Les mensonges, le vol, la trahison, les gens qui l'avaient blessé. Oui, j'ai dit doucement. Je suis prête. Le banquet est arrivé 2 jours plus tard. Pierre a quitté la maison vers 16h cet après-midi-là, portant son meilleur costume bleu marine, des chaussures cirées, la montre chère qu'il avait achetée 2 ans plus tôt, une montre dont je soupçonnais maintenant qu'elle avait été achetée avec de l'argent volé. Avant de partir, il m'a embrassé la joue. À tout à l'heure. J'ai souri. Bonne chance ce soir. Les mots avaient un goût étrange parce que je savais exactement comment sa nuit allait se terminer. Après qu'il soit parti en voiture, je suis restée seule dans la cuisine pendant plusieurs minutes. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'anticipation. Philou a posé sa tête contre ma jambe. Je lui ai gratté derrière les oreilles. Eh bien, mon pote, j'ai dit. Je suppose qu'on y va. Vers 18h30, je suis arrivée au cercle des négociants de Clermont-Ferrand. Le parking était plein. Berline de luxe, camionnettes, VUS, des dizaines de visages familiers, des gens que je connaissais depuis des années, des membres d'église, des retraités, des chefs d'entreprise, des voisins. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. À l'intérieur, la salle de bal bourdonnait de conversations. Des serveurs portaient des plateaux de thé glacé et de café. Les gens riaient, se serraient la main, partageaient des histoires. L'atmosphère était chaleureuse, confortable, confiante, exactement le genre d'environnement dans lequel Pierre s'épanouissait. Je l'ai repéré près de la scène, confiant, souriant, arpentant la salle, un vendeur né. Pendant un bref instant, je l'ai presque admiré. Puis je me suis souvenu pourquoi j'étais là. À 19h15, le programme a commencé. Quelques annonces, une mise à jour caritative, des prix de reconnaissance, puis Pierre est monté sur scène. Les applaudissements m'ont tordu l'estomac. Il a remercié tout le monde d'être venu, a fait quelques blagues. La foule a ri. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Pierre avait toujours su comment se faire apprécier des gens. Puis il a commencé à parler d'opportunités d'investissement, de croissance future, de sécurité, de planification de la retraite, de liberté financière. Le même langage poli qu'il utilisait apparemment depuis des années. J'ai regardé autour de la pièce. Les gens écoutaient attentivement, intéressés, confiants, et je savais exactement combien de vies pourraient être endommagées si personne ne l'arrêtait. À mi-chemin de la présentation, je me suis levée. Au début, personne n'a remarqué. Puis quelques têtes se sont tournées. Pierre m'a repéré. Son sourire s'est élargi, supposant probablement que j'étais là pour le soutenir. Cette supposition a duré environ 10 secondes. J'ai marché directement vers la scène. La salle est devenue plus silencieuse. Pierre avait l'air confus. Lise. J'ai monté les marches. Le microphone se tenait entre nous. Qu'est-ce que tu fais, a-t-il chuchoté. J'ai regardé directement vers lui, puis vers le public. Je m'appelle Lise Boyer. La salle est devenue silencieuse. Je suis mariée à Pierre depuis 34 ans. Quelques personnes ont souri poliment. Ils n'avaient toujours aucune idée. Puis j'ai continué, et tout ce que vous avez entendu ce soir est un mensonge. Le silence s'est approfondi. On pouvait pratiquement le sentir. Le visage de Pierre s'est vidé de sa couleur. Lise. Non. Je me suis tournée vers le public. J'ai écouté des mensonges pendant des années. Vous allez écouter la vérité pendant 5 minutes. Plusieurs personnes se sont agitées mal à l'aise. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. J'ai ouvert un dossier, retiré des copies de relevés financiers et j'ai commencé à parler. Les faux investissements, l'argent disparu, les comptes cachés, la fausse mort, la tromperie. Un fait après l'autre, un document après l'autre. La salle s'est transformée. Confusion, incrédulité, choc, colère. Les gens ont commencé à reconnaître des noms, à reconnaître des transactions, à reconnaître leurs propres expériences. Pierre a tenté d'interrompre plusieurs fois. Chaque tentative le faisait paraître pire.
Puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes et René Dubois est entré. La réaction a été immédiate. Des halètements, des murmures. Quelqu'un a même laissé tomber un verre. Une femme a crié parce que, pour beaucoup, René Dubois était mort. Pierre avait l'air d'avoir vu un fantôme, ce qui était approprié. René a marché calmement vers l'avant de la salle, puis s'est arrêté à côté de moi. « Je suis vivant », a-t-il dit. Et elle dit la vérité. La salle a explosé. Questions, accusations, voix venant de toutes les directions. Plusieurs investisseurs se sont levés simultanément. Un vieil homme a crié « Vous avez volé l'argent de ma retraite ». Un autre a exigé des réponses. Un troisième avait l'air de vouloir monter sur scène. Pierre continuait d'essayer de parler, d'expliquer, de contrôler la situation, mais pour une fois, personne n'écoutait. Puis les enquêteurs sont entrés, 3 d'entre eux, y compris Catherine Duval. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. La salle s'est immédiatement calmée. Les épaules de Pierre se sont visiblement affaissées. Pour la première fois de la soirée, il avait l'air vaincu. Pas embarrassé, pas surpris. Vaincu. Catherine s'est approchée de la scène. Pierre Boyer. Il n'a pas répondu. Elle a répété la question. Finalement, il a hoché la tête. Les minutes suivantes sont passées dans un flou. Les gens fixaient, chuchotaient, secouaient la tête. Certains avaient l'air en colère. D'autres avaient le cœur brisé. Quelques-uns avaient simplement l'air fatigués. Alors que les enquêteurs escortaient Pierre hors de la salle de bal, il s'est tourné vers moi. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Ni l'un ni l'autre n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Les mensonges étaient terminés. Les secrets étaient exposés. La performance avait pris fin. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière lui. Et après des mois de peur, de doute et de nuits blanches, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Libre. La chose la plus étrange à propos des moments qui changent une vie est à quel point le lendemain matin peut sembler ordinaire. Le jour après le banquet du Rotary Club, je me suis réveillée à 6h12, non pas à cause d'un réveil, mais parce que c'était l'heure à laquelle je me réveillais depuis des années. Pendant quelques secondes, j'ai tout oublié. Puis j'ai regardé de l'autre côté du lit. Le côté de Pierre était vide, et la réalité m'a rattrapée. Je me suis levée, j'ai nourri Philou, fait du café et me suis tenue à la fenêtre de la cuisine, regardant le lever du soleil. Le monde semblait exactement le même. L'érable dans le jardin, la mangeoire à oiseaux, le journal des voisins posé au bout de l'allée. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. À 9h, mon téléphone sonnait sans arrêt. Amis, voisins, anciens collègues, gens de l'église. Certains voulaient des réponses, certains voulaient des ragots, certains voulaient simplement savoir si j'allais bien. J'appréciais l'inquiétude, mais après le 10e appel téléphonique, j'ai éteint mon téléphone et me suis assise tranquillement sur la balançoire du porche. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais rien à enquêter. Je n'avais pas besoin de chercher des dossiers. Je n'avais pas besoin de craindre d'être prise. Je n'avais pas besoin de faire semblant. Le combat était terminé. Du moins, ma part l'était. Les enquêtes ont duré des mois. Les détails qui ont finalement émergé étaient encore pires que ce que j'avais imaginé. Pierre et René avaient collecté de l'argent auprès de dizaines d'investisseurs pendant plusieurs années. Beaucoup étaient des retraités. Certains avaient investi des portions de leurs économies. Quelques-uns avaient fait confiance à Pierre parce qu'ils le connaissaient personnellement depuis des décennies. C'est cette partie qui faisait le plus mal. La confiance avait été le produit qu'ils vendaient. Les investissements n'étaient qu'un emballage. Heureusement, l'histoire ne s'est pas terminée avec tout le monde perdant tout. Parce que les enquêteurs ont agi rapidement, de nombreux actifs ont été gelés avant de disparaître. Plusieurs propriétés ont été vendues. Des comptes cachés ont été récupérés. Certains investisseurs ont finalement récupéré une partie de leur argent. Pas tout, mais assez pour faire une différence significative. René a accepté de coopérer pleinement.
Son témoignage a aidé les enquêteurs à démêler des années de dossiers financiers. En échange, il a reçu une peine réduite. Colette n'a pas été inculpée. Les enquêteurs ont conclu qu'elle avait participé à la dissimulation de René, mais qu'elle n'avait pas été impliquée dans la gestion de la fraude elle-même. Quand j'ai entendu la décision, je me suis sentie soulagée, non pas parce qu'elle était innocente, mais parce qu'elle avait déjà passé des années à vivre dans une prison de peur. La vie l'avait assez punie. Nous nous sommes rencontrés pour le déjeuner une fois, environ 6 mois plus tard. Rien de dramatique, juste 2 femmes partageant des sandwichs dans un petit café. Aucune de nous n'a mentionné la vengeance. Aucune de nous n'a mentionné la trahison. Au lieu de cela, nous avons parlé de jardinage, de petits-enfants, de recettes, de choses normales. Cela a semblé étonnamment apaisant. Quant à Pierre, ses problèmes juridiques ont duré longtemps. Je ne ferai pas semblant d'avoir célébré toutes les conséquences. Cela pourrait sembler étrange après tout ce qu'il a fait, mais la vérité est compliquée. L'homme que j'ai démasqué était aussi l'homme avec qui j'ai passé plus de la moitié de ma vie. Les 2 choses étaient vraies. Certaines personnes s'attendaient à ce que je le déteste complètement. Je ne l'ai jamais fait. La haine demande de l'énergie. Finalement, j'étais trop fatiguée pour cela. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la tristesse, non pas pour le mariage lui-même. C'était déjà fini. J'ai ressenti de la tristesse pour les choix qui l'ont détruit. Une mauvaise décision suivie d'une autre, puis d'une autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Environ 8 mois après le banquet, j'ai vendu notre maison. La décision n'a pas été facile. 34 ans de souvenirs vivaient entre ces murs. Fête d'anniversaire, matin de Noël, dîner de famille, célébration de remise de diplôme, même les mardis ordinaires semblaient importants quand je parcourais ces pièces une dernière fois. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas y rester éternellement. La maison appartenait à une version de ma vie qui n'existait plus. Alors, j'ai déménagé dans un endroit plus petit près de ma sœur Sylvie. Une maison confortable de 2 chambres avec un petit jardin. Rien d'extraordinaire, juste assez d'espace pour moi et Philou. Sylvie m'a aidé à déballer. À un moment donné, elle a regardé autour du salon et a souri. « Tu sais quelque chose ? » ?»« Quoi ? » ?»« Tu as l'air plus légère. » J'y ai réfléchi. Elle avait raison. J'avais l'air plus légère. Pas plus heureuse. Exactement. La guérison n'est pas si simple, mais plus légère. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des années sans m'en rendre compte. J'ai rejoint un groupe de jardinage communautaire, me suis fait de nouveaux amis, j'ai commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine à la bibliothèque publique. Lentement, ma vie est redevenue la mienne. Pas la vie que j'avais prévue, mais une bonne vie néanmoins. De temps en temps, quelqu'un me demande si la vengeance en valait la peine. C'est une question intéressante. La réponse est oui et non. Exposer la vérité a apporté la justice. Cela a protégé les gens. Cela a arrêté d'autres dommages. Je le referai sans hésitation. Mais la vengeance n'efface pas la douleur. Elle ne restaure pas la confiance par magie. Elle ne rend pas les années perdues. Ce qu'elle apporte, c'est de la clarté. Et parfois, la clarté suffit. La plus grande leçon que j'ai apprise n'était pas sur la tromperie. C'était sur le courage. Pendant la majeure partie de ma vie, je pensais que le courage signifiait de se tenir aux côtés des personnes que l'on aime. Maintenant, je comprends quelque chose de différent. Parfois, le courage signifie de se dresser contre elles quand elles ont tort. Même quand cela vous brise le cœur, surtout à ce moment-là. Ces jours-ci, mes matins sont redevenus simples. Café, Philou, le jardin. Une vie plus tranquille. Et honnêtement, c'est suffisant. Si vous avez déjà découvert un secret qui a changé votre vie, vous savez à quel point cette route peut être solitaire. Mais vous êtes souvent plus fort que vous ne le pensez. Parfois, la vérité la plus difficile devient le début d'un meilleur chapitre.